Eh bien ça y est, elles viennent de commencer la saison des assemblées générales des actionnaires. Avec mardi, c'était Vinci qui a ouvert le bal, hier Airbus, et ça va continuer. L'occasion de parler des grands enjeux autour de ces assemblées générales. Bonjour Charles Pinel, Bonjour à vous. directeur général de Proxinvest. On va parler évidemment beaucoup pendant ces assemblées générales des rémunérations. Ça reste un point, vraiment un point de vigilance de la part des investisseurs. Parce que je dis ça et en même temps, quand on voit les votes, quand ces résolutions sont proposées, elles sont votées comme à une écrasante majorité. C'est un sujet ou c'est pas un sujet, les rémunérations? Au-delà du cas emblématique de Carlos Tavares, dont on va parler, le patron de Stellantis, évidemment. Je pense que ça reste un sujet. Ça reste un sujet parce que c'est la responsabilité des actionnaires de s'exprimer sur ces rémunérations. Et c'est souvent des enjeux qui ont une résonance publique très forte. Et par conséquent, il faut que les actionnaires soient vigilants pour éviter tout dérapage. Après, effectivement, vous venez de mentionner Vinci qui a tenu son assemblée générale avant-hier, mardi dernier. Il y avait, j'ai regardé là, avant notre entretien, il y avait 14 résolutions, ce qui est assez faible pour la France, et qui ont toutes été approuvées à plus de 90%. La moins bien approuvée était justement celle portant sur la rémunération de Xavier Huillard, mais qui a quand même obtenu 90%, hein, donc c'est quand même un score élevé qu'enviraient beaucoup de nos hommes politiques. Mais il y a quand même un petit message d'actionnaire, hein. Les assemblées générales, c'est un peu des signaux faibles, c'est-à-dire on envoie des messages à l'entreprise de réagir si elle pense que ce message est fort. Pardon Charles, mais si 90% des actionnaires ont voté en faveur de la rémunération du patron de Vinci, c'est qu'ils sont satisfaits et que ça leur pose pas un problème? Exactement, non, je suis d'accord avec vous. Alors après, il faut regarder le quorum, hein. Il n'y a pas 100% des actionnaires qui ont voté, donc peut-être aussi qu'il y a une abstention. Mais en tout cas, dans ceux qui se sont exprimés, je suis bien d'accord avec vous. Il faut peut-être aussi prendre en compte, si on regarde justement le détail des autres types de résolutions, on est à des scores qui sont proches, qui sont souvent de 99 ou proches de 99%. Donc vous voyez quand même, il y a une partie des actionnaires qui ne partagent pas ce point de vue. Même s'ils sont très minoritaires, je pense que c'est important pour une entreprise d'avoir l'adhésion de Bien sûr. l'ensemble le plus important de leurs actionnaires. Mais je suis d'accord avec vous, pour Vinci, ça reste un sujet, mais qui est certainement pas le plus préoccupant parmi Mm. toutes les sociétés Ouais. que l'on examine. Au-delà de Vinci, encore une fois, sur ces AG qui vont s'ouvrir, est-ce qu'on sait un petit peu, on a de la visibilité sur les rémunérations des dirigeants du CAC 40 ou du SBF 120, sur leur évolution, plus que l'inflation, moins que l'inflation, bien corrélée par rapport aux performances financières, extra-financières de l'entreprise? Alors, c'est encore un petit peu tôt pour le dire. Les sociétés sont en train de publier, en même temps que de convoquer leur assemblée générale, elles sont en train de publier leur rapport annuel. Donc, on découvre les chiffres au fil de l'eau. On les épluche au fur et à mesure. Euh, au sein de notre société Proxinvest, on fait une synthèse, mais on attend, vous voyez, la saison des assemblées générales. Donc, les assemblées générales, hein, c'est très saisonnier, c'est au printemps. Et on fait cette synthèse à l'automne. Là, pour le moment, les tendances qui se dégagent, c'est quand même une tendance avec une hausse régulière. Alors, il est vrai que c'est une partie de cette hausse est liée aux résultats des entreprises qui sont dans l'ensemble bons. Et comme la partie variable de la rémunération des dirigeants est souvent prépondérante, eh bien, ça suit ces bons résultats. Est-ce que ça suit des objectifs quantifiables climatiques que les boîtes peuvent avoir aujourd'hui de plus en plus? Quelle est la part d'ailleurs du variable qui dépend d'un plan climat sérieux et crédible? Oui, alors notre question, elle est pas facile, hein, à répondre. Elle n'est pas du tout, en tout cas, pas systématique. Il faut vraiment faire du cas par cas. La- les critères non financiers représentent, en tout cas, représentés l'année dernière. Là, on n'a pas encore de synthèse pour 2023, enfin pour 2024 au titre de 2023. Ça représentait un tiers à peu près de la rémunération variable, des critères utilisés pour la rémunération variable. Et au sein de 25% plutôt, pardon, je crois, un quart plutôt, un petit peu moins que. Et au sein de ce quart, effectivement, il y a une partie de plus en plus importante qui est liée aux enjeux climatiques. Alors après, la quantification, ça va dépendre du critère qu'utilise la société. Ça peut être par exemple des notations, la notation CDP, des choses comme ça. Donc effectivement, c'est quantifiable. Après, il faut voir l'exigence réelle qu'il y a derrière ces critères. C'est pas, en tout cas, la réponse n'est pas binaire. En tout cas, sur les rémunérations, et après on parle du cas Carlos Tavares, vous avez le sentiment que les investisseurs sont de plus en plus exigeants année après année et qu'il y a
des situations qui passent de moins en moins bien? Il me semble parce qu'ils sont en risque, notamment lorsque les sociétés de gestion publient, donc les actionnaires publient leur vote, ils s'exposent publiquement, donc ils ont un risque de réputation, tout comme l'entreprise concernée. Et il peut y avoir des associations, des ONG, des salariés qui scrutent la façon dont ils votent, et c'est important pour elles, donc justement, d'être vigilant sur ces questions. Alors, le 16 avril, la semaine prochaine, il y aura l'Assemblée générale de Stellantis, avec cette rémunération qui, chaque année, pose des questions, celle de Carlos Tavares, le directeur général du constructeur, l'un des patrons du CAC 40, le mieux payé, 36 millions d'euros pour 2023. Il y a débat, certains disent que c'est justifié quand on voit les profits 2023, 20 milliards d'euros, et puis d'autres qui disent que tout ça, un tel écart, ce qu'un salarié gagne en une heure, je crois, il le gagne. Vous voyez, il y a un écart qui est absolument phénoménal entre ce que gagne un salarié et ce que gagne le patron de Stellantis. Après, voilà, il y a eu des plans sociaux, notamment des licenciements aux États-Unis, des plans de départ volontaires en Europe. Et donc, voilà, ça peut coincer. Vous en pensez quoi? Est-ce que vous appelez à voter pour ou contre? Et au-delà de votre appel au vote, qu'est-ce qu'on doit penser? Parce que c'est pas facile non plus comme sujet. Je suis bien d'accord, c'est un sujet qui est très délicat, qui n'est pas facile à appréhender. Vous avez, il y a plusieurs questions à avoir en tête. Déjà, l'évaluation. Vous avez parlé de 36 millions, c'est effectivement le chiffre donné par Stellantis. Nous, on prend donc ce sont des montants plutôt versés, si vous voulez. Nous, on va plutôt prendre des montants attribués. Alors, on a un montant beaucoup moins important, plutôt de l'ordre de 18 millions. En revanche, il y a quelques années, on avait des montants plus élevés parce qu'il y a eu un gros plan, notamment il y a 2 ans, où on avait, en 2022, au titre de 2021, on avait évalué la rémunération de Carlos Tavares à 66 millions,7, alors que la société était plutôt à 20 millions. Hmm. Mais Et alors que la au-delà moyenne de du ce CAC 40 est à, je sais pas, 5 ou 10, 5 ou 8, je alors sais pas là. la moyenne est à 6,7 millions et la médiane, qui je pense est le côté, la donnée la plus Ouais, intéressante, est à 5 millions on voit d'euros. l'écart. Ouais. C'est plus intéressant parce que ça évite d'avoir justement, parfois ces montants très très élevés qui biaisent la moyenne. Et alors ce qui est intéressant dans le cas de Carlos Tavares, c'est effectivement chacun doit se faire son avis. Est-ce qu'une performance épatante, hein, comme celle de Stellantis, Qui est indiscutable justifie. d'un point de vue économique, hein. Ouais, exactement. Oui, oui. Alors après, il y a l'aspect social. Mais sur les questions financières, en tout cas, les performances sont très, très bonnes. Ça, c'est indéniable. La société justifie ce montant aussi par rapport aux pratiques américaines et notamment de ses concurrents américains. Il est vrai que Stellantis réalise 48% de son chiffre d'affaires aux États-Unis. Donc ça, effectivement, ça va un petit peu en faveur de ces montants. Après, l'idée, c'est en France, je vous disais, la médiane, on est à 5 millions. Est-ce qu'on veut importer en Europe les pratiques américaines? Je pense que oui, c'est vraiment à chacun de se faire son opinion et se comparer à des choses comparables. Donc, on va plutôt comparer la rémunération de Carlos Stellantis aux sociétés du CAC 40, aux sociétés du secteur industriel automobile en Europe et des équipementiers en Europe. Et là, on est quand même à un écart qui est de l'ordre de 3,5, 3,8 fois supérieur. Et donc, à ce titre, nous, on va recommander à nos clients investisseurs de Stellantis de refuser ce package. Ouais, sachant que cette résolution qui est soumise, encore une fois, de rémunération de Stellantis, parce que Stellantis est de droit néerlandais, cette résolution n'est pas contraignante, c'est ça, hein? C'est ça, elle est consultative, Ouais. contrairement au droit français. Il y a 2 ans, elle avait été refusée. Aucune conséquence directe pour Carlos Tavares, hein, donc il a bénéficié de sa rémunération, donc ce qui est dommage. C'est pour ça, c'est une des raisons pour lesquelles on regrette que Stellantis ait fait le choix de s'implanter aux Pays-Bas, où les droits des actionnaires sont moindres. C'est quand même un petit peu, je trouve que c'est quand même peu recevable, hein, que les actionnaires, c'est-à-dire les propriétaires de l'entreprise, décident majoritairement de refuser une rémunération et que malgré tout, elle s'applique. Et l'an dernier, Euh, Pardon? et l'an dernier, L'année dernière, elle a été approuvée. Elle a été approuvée, mais avec des taux d'approbation pas si élevés. L'année dernière, il y a eu 2 choses. Et c'est justement suite au rejet il y a 2 ans. Là, vraiment, un bon point pour la société. Ils ont consulté une grande partie de leurs actionnaires. Ils nous ont consultés. Et ils ont apporté des modifications et même, on peut parler d'amélioration à la politique de rémunération de Carlos Tavares, notamment dans sa structure. Et nous, on avait approuvé l'année dernière cette résolution qui
modifier la politique de la rémunération. En revanche, sur les montants, on avait refusé. Et cette année, vous anticipez quoi? Que cette résolution Bah, sera acceptée ou pas? j'ai cru comprendre que nos concurrents américains, hein, ceux qui conseillent les investisseurs, avaient émis la même recommandation que nous, donc une recommandation négative. Donc ça va certainement peser, même si les investisseurs, in fine, gardent, et heureusement, leur libre arbitre. Je pense qu'il y aura une réelle contestation, en tout cas. Avant de se quitter, il faut qu'on parle aussi des résolutions climat pendant ces assemblées générales. On risque d'en avoir moins cette année que l'année précédente. Comment est-ce qu'on l'explique? 5 sont prévus, j'ai vu Total Energy, Amundi, Gecina, Icade et Altaria, donc sont essentiellement des promoteurs immobiliers. Exactement, ouais. Il y a beaucoup de foncières. C'est assez intéressant de voir que ce secteur se sent très concerné. Il faut bien avoir en tête qu'il n'y a pas d'obligation légale. Les sociétés, en général, déposent ce type de résolution sous la pression des investisseurs. En tout cas, c'était le cas. L'année dernière, on en a dénombré 11. L'année précédente également 11. Donc, vous voyez, Pourquoi, il y a pardon, eu je coupe, pourquoi beaucoup c'est de... pas dans la Oui. loi? Il était question que ce soit dans la loi, ces résolutions Il était climat. question que ce soit dans la loi, donc ça c'est assez intéressant. À l'automne dernier, il y a eu un député, Alexandre Leroy, qui a proposé de systématiser le vote sur les résolutions Science Climate pour les sociétés françaises. Mais ça a été approuvé par l'Assemblée, mais rejeté en commission Par- mixte ouais. paritaire. Donc statu quo. Et en parallèle, le code AFEP-MEDEF, enfin fin 2022, donc le code AFEP-MEDEF, c'est le code de gouvernement d'entreprise auquel se réfèrent les principales sociétés, a indiqué, a recommandé aux sociétés de présenter leur politique climatique, mais sans vote. Donc tous les 3 ans, ces sociétés doivent présenter, d'après ce code, leur politique, leur stratégie climatique, si vous voulez. Mais nous, ce qu'on souhaiterait, bien évidemment, c'est que les actionnaires puissent s'exprimer sur ce sujet qui est assez clé, là encore, clé pour les sociétés, clé aussi pour les investisseurs, parce qu'ils sont eux-mêmes redevables sur ces Évidemment. sujets, de la façon dont ils financent l'économie et donc la transition climatique. Charles Pinel, on se reparlera, l'Assemblée Générale, toutes les AG, ça nous mène jusqu'à mi-juin. On se refait un point ensemble fin juin pour faire le bilan? C'est ça, c'est ça. Les sociétés ont 6 mois pour tenir une AG après la clôture des comptes. Comme la plupart tiennent leur clôture le 31 décembre, elles peuvent tenir leur AG jusqu'à fin juin. Les principales sociétés les tiennent surtout en avril-mai. En juin, c'est plus les small et mid caps qui finissent le bal, si on peut dire. Bon, eh ben on se refait un petit point ensemble fin mai. Merci à vous. Explication, point de vue signé Charles Pinel, directeur Merci à général de vous. Proxinvest. Salut. À bientôt.